à tous, quel week-end fantastique pour le sport montpelliérain. On en parlait avec Pierre-Paul tout à l'heure. Après un mois d'avril assez morose, on va dire, ce mois de mai sent bon. Nouveau titre de champion de France pour le Montpellier handball, obtenu ce week-end alors qu'il reste encore 2 journées à jouer dans ce championnat. Et puis un premier titre pour les filles du BLMA. Les basketteuses de Latte ont remporté la Coupe de France à Bercy face à Mondeville. Et puis, extraordinaire, enfin, la qualification pour les demi-finales du top 14 du MHR. C'était à Castres, une victoire 18-17. On va se régaler dans cette émission. Les invités, Patrice Canaillé, tout d'abord, entraîneur-manager du Montpellier handball. Patrice, 13e titre de champion de France, dans des conditions particulières, mais encore un titre de champion de France, c'était une belle saison quand même. C'est une extraordinaire saison. Je crois qu'on a réussi sur les 4 compétitions nationales, on a gagné 3 trophées, le trophée des champions, la Coupe de la Ligue et le titre de champion, et on a été quart de finaliste de la Ligue des champions. Donc c'est une saison formidable en termes de résultats sportifs, et aussi formidable parce que c'était notre première année à l'Arena. À l'arrivée, on aura joué 12 matchs et on aura fait 12 fois le plein à l'Arena. Donc il y avait beaucoup de gens qui doutaient de notre capacité à remplir cette grande salle. Et je pense que non seulement on l'a remplie à chaque fois, mais en plus on a créé une vraie ambiance dans cette salle, et ça c'est formidable pour l'avenir. Ils ont joué devant 10 000 spectateurs à Bercy ce week-end. Bien sûr, les basketteuses, BLMA, Basket Latte, Montpellier Agglomération, avec Valérie Demoury, l'entraîneur, et puis René Com, le président. Comment ça va ? Ça va très bien, c'est un grand bonheur. C'est le premier titre du club et on l'apprécie encore davantage. Et puis enfin, Pascal Mancuso, consultant rugby sur TV Sud. On a plutôt l'habitude de te voir dans Ovalie Hebdo le mardi. Mais bon, bienvenue en tout cas pour cette émission. On commence tout de suite par le handball. Alors Patrice, ça fait 32 titres, toutes compétitions confondues. D'après mes calculs, un 13e sacre de champion de France obtenu dans des conditions, je le disais tout à l'heure, assez particulières, à l'Arena, 3 jours après le décès de Branco, l'entraîneur des gardiens, et un pilier bien sûr du club. C'était assez particulier quand même ce week-end. Ça a été une semaine très très difficile, comme on en vit heureusement peu dans sa carrière d'entraîneur. Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances, et qu'il fallait essayer de maîtriser tout ça. Alors nous, entraîneurs, on est habitués à maîtriser pas mal de paramètres de la performance, mais l'émotion est quelque chose qui est très difficile à maîtriser, et c'est vrai qu'on est un peu parti dans l'inconnu dans ce match. Et ça a été un match où il a fallu sans arrêt être dans le contrôle, dans le contrôle de ses émotions, de son ressenti. Et ça a donné quelque chose d'assez difficile à vivre et d'assez fatigant à vivre. Avec donc un grand hommage pour Branco. On regarde le sujet, une victoire 34-25. « 13 titres de champion de France en 17 ans et un homme qui les a tous vécus de l'intérieur. Patrice Canaillé, un entraîneur sonné comme tout le monde au club par le décès survenu dans la semaine de Branko Karabatic. Avec une équipe de Montpellier en deuil et en manque d'entraînement, ce match décisif pour le titre inquiété Patrice Canaillé. J'étais inquiet parce que Chambéry est une très bonne équipe. Ils jouaient sans aucune pression et nous on en avait beaucoup. Mais bon, ce soir on était plus nombreux que Chambéry. Il y avait l'esprit de Branco qui était avec nous. 1 minute d'applaudissements en hommage aux pères de Luca et Nicolas, et l'enjeu du match reprend ses droits. Sans barracher le gaucher international, le collectif de Chambéry tient la comparaison en première mi-temps. Mais Montpellier prend rapidement les devants. Tej et Kavtichnik sont de retour et William Acambré est dans un grand jour. 16-13 à la mi-temps, l'écart est fait et le capitaine montpelliérain, en grand observateur, a sa petite idée pour la suite. Nourri, en défense, ils sont pas bons. On n'est pas fait contre un, ils viennent toujours fermer, ça se voit. Avec la tête, on regarde les intervalles, il y a toujours... Allez, ensemble les gars. Au retour des vestiaires, Karabatic passe de la parole aux actes. Les intervalles sont trouvés et le grand gardien slovaque Storel sort le grand jeu. En 20 minutes, le MHB réalise un festival défensif et offensif et porte son avance à +11. Son adversaire est alors complètement désuni et impuissant. Chambéry, qui a cru un temps cette saison pouvoir prendre la place de Montpellier sur le trône français, devra se contenter comme d'habitude de la place de dauphin. Toute la saison on se tire un peu la bourre, on a vu que cette année le titre était vraiment très disputé. On voit que c'est de moins en moins facile de gagner
le titre de champion de France. Pour le moment, on est à une seule défaite à Chambéry. Il nous reste 2 matchs et si on les gagne, on finira le championnat avec une seule défaite, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc je suis doublement heureux ce soir. Score final 34-25 et 3e titre hexagonal sur 4 possibles. Montpellier a réalisé une très belle saison. Patrice Canaillé, votre analyse de la rencontre? Ouais, c'est très difficile parce que vous avez dit tout à l'heure les conditions dans lesquelles elle s'est jouée. Très honnêtement, je ne peux pas porter une analyse technique ou tactique sur ce match. C'est vraiment, on a vécu ce match-là comme dans l'émotion. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué quand vous êtes dans l'émotion parce que vous n'êtes pas forcément dans la maîtrise. Mais je crois que les joueurs ont réussi quelque chose de formidable. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce match-là. C'est qu'ils ont réussi, et Dieu sait si c'était difficile, à contrôler leurs émotions pour arriver à être bons techniquement et tactiquement. Et paradoxalement, c'est un des matchs où il y a eu le moins besoin de les accompagner. Et ils ont quasiment, on l'a vu tout à l'heure sur le temps mort, ils se sont quasiment pris en charge tout seuls du début à la fin du match. Et mon travail a été uniquement de les accompagner. Ils ont fait vraiment un match de très très haut niveau ce week-end. Avec des qualités individuelles, enfin des performances individuelles, notamment de William à Cambrai et puis du gardien Richard Storel, qui ont dû vous faire plaisir également aussi. Oui, il y a à noter quand même que on avait été sonné 15 jours auparavant. En plus, on a eu une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions sur laquelle on avait beaucoup misé et qui a été difficile. Bon, on avait le retour de Tej et de Kavtichnik qui nous avait beaucoup manqué 15 jours avant. Et ça confirme ce que je dis depuis le début de la saison, c'est-à-dire quand Montpellier est au complet, on a vraiment une équipe de très très haut niveau. Après, quand il nous manque 1 ou 2 joueurs majeurs, c'est beaucoup plus compliqué et l'équilibre est un peu plus complexe, notamment au très haut niveau international. Alors Patrice, j'aimerais qu'on écoute les réactions d'après-match de quelques acteurs de ce match. On regarde. Et combien de titres que vous gagnez avec Montpellier? Je sais pas. Vous savez pas? Non, je sais pas. Je sais pas. Hein? Moi non, moi ça fait pas 13, mais à titre, je sais pas, 8 ou 9. Je sais pas. Il y a une saveur particulière celui-là? Il y a quelque chose en plus, quelque chose en moins? Non, c'est particulier par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Après, c'est toujours une fierté d'être la meilleure équipe française. On donne beaucoup tout au long de l'année pour gagner des titres. Et cette année, on a gagné 3 sur 4 en France. Donc on est très fiers par rapport à ça. C'était difficile un peu à jouer parce que quand même dans notre tête c'était impossible de faire faux pas parce que ça sera une plus grosse connerie presque de toutes les carrières, de tous les joueurs qui présentent cette équipe. Finalement, avec cette tension, avec tout ça, on est arrivé à sortir un très grand match avec un Richard Stochel impérial sur la but. Je veux vraiment remercier, c'est grâce à lui qu'on a fait écart et tout ça. Et on était vraiment compact, toute l'équipe. Tout le monde a donné son max, tous les 14 joueurs. Et on n'a pas regardé aujourd'hui qui va marquer, comment il va marquer. On a regardé vraiment des scores, on a regardé l'équipe, on a regardé de gagner, de faire la bel hommage à M. Branko Karabatic. Je crois que ce qui a joué, c'est qu'on a trouvé une équipe beaucoup plus forte que nous. On a tenu un petit moment, mais avec les absences de chez nous, c'était difficile de tenir sur 1 heure. Et c'est vrai que Montpellier avait vraiment envie aussi de marquer ce jour-là, parce qu'il était important, beaucoup plus que pour eux que pour nous, c'est clair. Mais même si nous, on n'a absolument pas été insensibles à ça, parce que Branko, c'est Branko, et il était connu dans toute la planète française de handball, voire plus. Mais voilà, je crois qu'il n'aurait pas aimé qu'on associe ça, son nom, sur une victoire ou sur une défaite. Donc je crois que voilà, on le laisse tranquille là-haut et chapeau à Montpellier pour son titre. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis ça, c'est un bel hommage à Branko. Ses fils ont été vraiment à la hauteur. Et je pense que ce soir aussi, on a vu un public qui voulait pousser pour Branko. Et voilà, donc on est satisfait. Maintenant, on va aller savourer ça par une bonne bière. Et vraiment, on est heureux. Voilà, le travail est accompli. Il n'y a pas de problème. Et on sera présent la saison prochaine. Il n'y a pas de souci. Alors vous aurez compris bien sûr que Philippe Gardan c'est l'entraîneur de Chambéry et pas Gérard Didier. Gérard Didier c'est le président des Blue Fox, c'est les supporters de Montpellier. Patrice, il y a eu un mano à mano cette saison. William à Cambrai en parlait tout à l'heure. Face à Chambéry. Ils vous ont bien tenu quand même jusqu'à ce week-end en fait. Oui, c'est notre. À part leur faux pas face à Saint-Raphaël. Voilà. Non, mais c'est notre meilleur ennemi. Vous savez, en sport,
La validité de vos performances, elle est le nez de vos adversaires. L'adversaire, il est là pour vous pousser dans vos derniers retranchements. Et Chambéry est resté invaincu pendant de très très longues semaines. Il a fallu réaliser un parcours fantastique. C'est pour ça que ce titre a beaucoup de valeur, parce qu'on a perdu un match pour le moment depuis le début de la compétition. Ils nous ont poussés dans nos derniers retranchements, et c'est ce qui donne beaucoup de qualité à ce titre de champion de France. Il y avait un esprit de revanche, parce que vous aviez perdu à l'Arena en quart de finale de Coupe de France face à Chambéry. Ouais, c'est un match, il est encore un peu tôt pour en reparler, mais c'est un match où on n'a pas perdu, on a fait des fautes. On a fait des fautes au niveau de la direction du club, on a fait des fautes au niveau des joueurs, les joueurs ont fait des fautes, on a fait des fautes au niveau technique aussi. C'est-à-dire sur les 5 dernières minutes, c'est ça? Non, on a fait des fautes très simplement, on a fait des fautes parce qu'on a autorisé les joueurs à partir 3 jours pour aller faire la fête chez le président de la République à 48 heures d'un match important, et quand on veut gagner un match, on ne peut pas se permettre certaines choses. Moi, j'ai fait des fautes parce que j'ai pensé qu'à plus 7, à 10 minutes, un quart d'heure de la fin, il fallait que je ménage l'effectif et que je fasse tourner l'effectif. Et les joueurs ont fait des fautes, mais je préfère pas en parler, c'est à eux de régler ça. Je pense qu'on a tous fait des fautes dans l'approche de ce match. On menait de 7 buts à un quart d'heure de la fin. C'est une très bonne leçon pour nous. Ça l'a été, et j'espère qu'elle va le rester ancrée durablement, parce que même quand on s'appelle Montpellier, quand on commet d'aussi grosses erreurs, on le paye cash, et ça, c'est très bien pour le sport. Patrice, ça vous énerve les gens qui disent ouais, mais bon, Montpellier a un budget de 6 millions d'euros, les autres clubs ont un budget de 3 millions, 4 millions, enfin 3 millions, c'est normal qu'ils gagnent. Non, ça m'énerve pas. En football, c'est pas forcément une évidence, hein, on le voit, mais ça vous énerve, ça, Patrice? Non, ça m'énerve pas, parce que ça me donne comme ça me permet de justifier le fait qu'on n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. Donc j'aurais mauvaise grâce à dire ça. Donc d'abord, ce que je veux faire remarquer, c'est que monter un budget de 6 millions d'euros, c'est la médaille d'or pour les dirigeants et pour les salariés qui travaillent au marketing du club, parce qu'un budget, il faut le monter, c'est pas simple. Donc c'est une vraie performance que de monter. Tous les gens qui sont autour de cette table savent de quoi je parle. Monter un budget, c'est une vraie performance en soi. Donc ça, c'est remarquable. Après, bien évidemment, qu'on a un beau budget et qu'on a de très grands joueurs, et que c'est vrai que c'est plus facile avec des grands joueurs de gagner des titres qu'avec des mauvais joueurs. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir des grands joueurs et avoir un gros budget pour gagner des titres. Mais en fait, ça aide quand même pas mal. Alors Patrice, il y a cette Ligue des Champions, 2 fois éliminé en quart de finale. Souvent, on parle de la marche un peu haute et compagnie. Mais qu'est-ce qui manque donc à Montpellier pour être qualifié pour le Final Four et espérer le gagner surtout? Parce que quand on joue un Final Four, c'est pour le gagner. Il y a deux possibilités. Oui, voilà, parce que ça, je trouve ça ridicule depuis un petit moment d'ailleurs, qu'on nous donne comme objectif de dire on va aller au Final Four. Comme si l'objectif c'était d'aller au Final Four. Le Final Four, très honnêtement, à moins d'aller passer 48 heures en Allemagne, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Quand vous êtes en Ligue des Champions, il n'y a qu'un objectif, c'est de la gagner. On l'a déjà gagné en 2003, donc aujourd'hui, c'est pas d'aller en demi-finale, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui est une évidence, c'est que pour arriver à un objectif comme ça, il y a 2 possibilités. Soit le club arrive à changer de stature et à passer encore un cap, et d'un point de vue économique, et peut-être même de manière globale, d'un point de vue du management du club. Et ça, c'est une question, ce sont des questions qu'on doit se poser et voir ce que l'on peut faire par rapport à ça. Soit il y a une deuxième hypothèse, c'est arriver à trouver le moment où, en sport, vous avez toujours votre chance, même quand vous avez un budget beaucoup plus faible que les autres. C'est une affaire d'opportunité. Et je pense, je le répète, qu'on a une équipe, quand elle est au complet, quand elle est en forme, on est en mesure de battre n'importe quelle équipe européenne. Oui, mais malgré tout, sur le Final Four, c'est 2 matchs qui s'enchaînent quand même, sur 2 jours. Donc il faut avoir un effectif assez... Oui, mais c'est une dynamique. Quand vous êtes dans la logique d'une dynamique, il faut arriver... La vraie problématique, c'est qu'en Ligue des Champions, quand vous arrivez au niveau des quarts de finale, vous ne surprenez pas l'adversaire sur la motivation ou sur l'engagement. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Vous avez réussi à le faire au match aller quand même. On l'a fait parce qu'on a très bien maîtrisé le match tactiquement et physiquement, avec un joueur qui nous a fait cruellement défaut au retour, c'est Kavtichnik, et qu'aujourd'hui on a quelques joueurs dans l'effectif, quand ils ne sont pas là, voilà. On n'a pas le niveau pour jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Justement, je vais vous poser la question, Patrice. Kavtichnik qui loupe le quart de finale déjà de l'année d'avant face à Tchekhov, qui loupe ce quart de finale, beaucoup de blessures, bon, vous avez
pas de chance, mais aussi comment vous expliquez toutes ces blessures au moment cruciaux, quoi? Très simplement, c'est quand vous avez un effectif qui est ce qu'il est à Montpellier et qui est un effectif très intéressant, et quand vous voulez jouer sur tous les tableaux, comme on souhaite le faire nous, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire d'impasse. C'est une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec mes amis du rugby, parce qu'on n'a pas une saison avec des playoffs. Nous, il y avait une discussion sur les playoffs ou pas playoffs. Nous, on a une saison, vous imaginez qu'en championnat, on a perdu un match. C'est-à-dire, je fais un impasse sur un match, c'est le titre de champion qui s'envole. Donc, on ne peut pas faire d'impasse. Donc, les joueurs majeurs sont sollicités à 100% sur les compétitions nationales. Ils sont tous internationaux, donc sollicités. Donc, ce qui fait que quand on arrive en fin de saison, c'est compliqué. Et en plus, sur le problème de Kavtichnik, comme on a eu beaucoup de problèmes avec nos gauchers, c'est un joueur qui a été beaucoup plus sollicité que les autres. Et voilà, à un moment donné, ça finit par... Justement, ce fameux côté droit, Patrice, ce sera ma dernière question. Il vous manque un gaucher, quoi. Il vous manque un gaucher arrière, concrètement. Est-ce que le club a les moyens de recruter ce fameux gaucher arrière qui est très très rare? Je ne sais pas, on va lancer un appel. On va lancer un appel à une souscription ou à des gentils donateurs ou à des sponsors. C'est vrai que quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d'avoir encore plus de joueurs. Et puis après, le manager général, il sait comment il faut gérer le budget d'un club. Et à un moment donné, il connaît la réalité des chiffres. Donc on essaye de travailler pour trouver les solutions les plus intéressantes sportivement dans des contraintes budgétaires qui sont forcément pas simples. On essaye, mais vous savez, bien évidemment qu'on a tous envie de gagner la Ligue des Champions. Et moi, ça fait 17 ans que je suis à Montpellier. Et si je reste ici, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que c'est un des endroits où je peux gagner la Ligue des Champions. Et comme Karabatic, comme ces joueurs-là qui ont envie de la jouer. Maintenant, à un moment donné, il n'y a aucun club français avant Montpellier qui a gagné la Ligue des Champions. Vous imaginez la difficulté que c'est? Nous, on a eu la chance de la gagner déjà en 2003. Donc c'est un long combat. Peut-être il faudra 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans peut-être pour la regagner. Mais on s'y attelle. Chaque année, on repart à la charge en connaissant la difficulté de la tâche. Mais rapidement, la chance d'avoir peut-être une recrue pour l'an prochain? On y travaille. Déjà, il y a Gagic, mais il est plus ailier qu'arrière. On travaille pour avoir la meilleure équipe possible, et c'est une évidence aujourd'hui. En tout cas, j'en ai parlé avec les dirigeants de manière très très claire, qu'il faut qu'on prenne certaines décisions par rapport à notre effectif pour faire avancer l'équipe. Parce que sinon, à un moment donné, vous connaissez le précepte, c'est qui n'avance pas recule. Donc on a besoin véritablement de faire avancer l'équipe, on y travaille tous les jours. D'accord. Écoutez, on fait une petite pause publicitaire et puis on se retrouve tout de suite après pour finir avec le hand et parler bien sûr du basket et du rugby. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires,
mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. De retour sur le plateau de Sport Sud, toujours avec Patrice Canaillé pour finir avec le hand et ce 13e titre de champion de France. Patrice, au niveau du recrutement pour l'an prochain, est-ce qu'on peut espérer avoir un nouveau gros joueur, on va dire de gros calibre ? Déjà, avant de recruter, le meilleur recrutement, c'est de conserver ses joueurs. Parce que le Français qui est aujourd'hui champion du monde est un joueur qui est très, très recherché sur le marché international. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de très très bons joueurs, des internationaux, et on est en train actuellement de travailler pour pérenniser les contrats, parce qu'une grande équipe de Ligue des Champions, ça doit se faire sur la valeur des joueurs, mais aussi dans la continuité. Donc on est en discussion avec des gens comme Tej, comme Guigou, comme les frères Karabati, comme de Kavtichnik, pour prolonger ces contrats sur une plus longue durée de 3, 4, voire 5 ans. Et les discussions, on n'a pas encore finalisé, mais les discussions sont en bonne voie, c'est-à-dire ces gens-là ont envie de s'ancrer dans un projet à moyen terme avec Montpellier. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles. Et puis après, pour le recrutement, je vous l'ai dit, on y travaille et j'espère qu'on pourra rapidement annoncer l'arrivée de nouveaux joueurs à Montpellier. Ok, merci Patrice. Merci Restez avec nous. On va parler bien sûr maintenant du basket. Alors, Monsieur Com, c'est le premier titre pour le club. Oui. Ça fait quoi, premier titre hexagonal ? D'abord, ça fait plaisir, puis c'est une grande émotion qu'on a vécue à Bercy. Valérie l'avait déjà connu en tant que joueur, pas en tant que coach, c'est son premier titre. Et c'est un moment très important à vivre. Alors, une victoire devant 10 000 spectateurs, j'imagine que les filles ont dû avoir des frissons parce qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer devant 10 000 spectateurs. Vous l'avez déjà fait, les garçons, plus l'habitude, mais les filles en basket... Enfin, je sais pas, moi je m'en suis pas rendu compte. Pour moi, c'était une habitude. Bon, maintenant, la salle de Bercy, c'est comme quand on joue au Stade de France, quoi. C'est une salle énorme. Mais apparemment, elles l'ont bien vécu parce qu'elles ont respecté... vraiment à la lettre ce que je leur avais demandé, donc à aucun moment elles ont perdu les pédales. Donc c'est qu'elles étaient bien dans leur tête. Parce qu'il y a eu ce deuxième carton assez difficile quand même. Oui, et puis elles se sont accrochées. Et exactement, on savait qu'il fallait qu'on tienne jusqu'à la mi-temps. Parce que le plus dur pour nous, c'était de trouver du rythme. On a passé 3 semaines et ma meneuse de jeu 4 sans jouer. C'est énorme pour des sportifs, pendant que les autres jouaient. Par contre, au niveau de la fraîcheur, on savait que plus le match allait durer, plus on allait retrouver ce rythme et plus on allait être fort. Et quand on est rentré à la mi-temps avec 4 points de retard, je leur ai dit, les filles, on va gagner. Parce qu'en troisième période ou en quatrième période, à un moment, on va placer une accélération et on va les laisser sur place. Et à 7 minutes de la fin, c'est ce qui s'est produit. Il vous manquait 2 éléments importants quand même. Oui. Alicia Poto, l'Australienne, la meneuse, et puis vous manquez aussi Perovanovic. Perovanovic. Mais bon, alors, on s'était préparé à ça. Par rapport à ses absences, ça changeait quoi ? On s'était préparé à ça avec le président. On savait très bien qu'on n'aurait pas le feu vert de la Fédé. Donc pendant 3 semaines, on s'est vraiment bien préparé à ça. Moi, j'ai préparé une équipe qui allait jouer sans elles. Bien sûr, officiellement, je ne leur ai pas dit. Parce qu'il faut expliquer qu'elles avaient un contrat... elles ne pouvaient pas jouer au mois de mai, c'est ça ? C'est un peu plus compliqué que ça. Alors justement, c'est quoi ? C'est... la juxtaposition de réglementation entre la Ligue féminine, la réglementation fédérale, la Convention collective nationale du sport et puis le Code du travail. Et toutes ces réglementations s'enchevêtrent, se superposent et ne sont pas forcément toutes en harmonie. Et donc, avec l'avocat du club, on ne faisait pas la même lecture que la fédération sur l'interprétation d'un alinéa du règlement. Voilà, j'ai exploré toutes les voies sportives pour essayer de convaincre de façon à ce qu'elles puissent participer à cette fête. Ça n'a pas été le cas. Comme Valérie l'a dit, on s'était préparé dans nos têtes à jouer sans elles. Et puis la page est tournée. Voilà, on n'y pense plus.
Alors, cette fin de match royale quand même, avec quelle maîtrise dans cette fin de match, avec notamment une Gaël Scrella, la capitaine. Une totale maîtrise de l'équipe, parce qu'au moment où on a placé notre accélération, on a commencé à jouer très juste, on a commencé à jouer vraiment dans le tempo. Et puis là, on a submergé l'équipe de Mondeville et on a vu les têtes qui baissaient en face et les nôtres qui étaient fiers, relevés. Et puis là, plus rien pouvait nous arriver. Si le match il dure 5 minutes de plus, elles en prennent 20. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, pourtant, à l'intérieur, il y avait du poids quand même. Hein. Ah oui, mais Mondeville est une très bonne équipe. Hein. Ils ont fait l'Euroleague cette année. C'est loin d'être une mauvaise équipe. Mais les nôtres étaient prêtes, étaient remontées. Et puis surtout, on gardait cette lucidité qui fait que dans les grands moments, c'est très important. Alors comment justement vous avez abordé cette semaine de préparation en sachant que vous manquiez de rythme, vous manquiez de J'ai commencé il y a 3 semaines. En fait, j'ai pas commencé à une semaine du match, j'ai commencé il y a 3 semaines parce que je savais qu'on allait manquer de rythme, donc j'ai beaucoup travaillé sur le physique 3 semaines avant. Et puis plus on avançait vers le match, plus j'ai travaillé sur le rythme. Mais je savais que malgré tout, on mettrait du temps à se mettre en route, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, j'ai demandé aux filles d'être très sereines, de ne pas perdre trop de ballons pour éviter que Mondeville emballe le jeu. Moi, mon objectif, c'était d'arriver à la mi-temps et d'être pas très loin. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait, quoi. Vous avez su être patient, quoi, en fait. Ouais. Il fallait attendre son heure. Et quand l'heure a sonné, elles ont mis le coup d'accélérateur qui a été terrible pour Mondeville. Qu'est-ce que ça change pour le club, ce premier titre ? Pas mal de choses. D'abord, ça nous permet de participer l'année prochaine à l'Euroleague, qui est la compétition la plus huppée en basket féminin. Ensuite, ça nous obligera à être performants, d'avoir un recrutement au niveau de nos objectifs de la saison prochaine. Et avec Valérie, on y travaille. Je ne vous annoncerai pas de scoop. Si, Patrice, il a annoncé quelque chose. Mais bon, aussi, je vais vous dire qu'on est en train de travailler sur les postes les plus importants, qui sont la meneuse de jeu et le numéro 5. Donc voilà. D'accord. Valérie, cette saison, quand même, elle a été belle, hein, avec un état d'esprit irréprochable. Hein. Ouais. Une équipe, avant tout, le recrutement, c'est important, mais il faut garder une bonne entente à l'intérieur de l'équipe. C'est ça un peu il y avait une âme dans difficulté. Cette équipe, il y avait un côté relationnel. Et Dieu sait si dans le sport féminin, c'est encore plus compliqué que chez les garçons. Et vraiment, cette année, tout s'est bien passé. J'ai pas eu un seul accrochage entre mes joueuses. Avec moi, ça s'est passé vraiment parfaitement. Quand on partait un certain nombre de jours sans rentrer, ça se passait toujours bien. J'ai vraiment eu aucun souci. Donc c'est vrai que pour elle, c'est une récompense énorme, quoi. Il y a eu un moment là dans la saison, il y a 2 mois, je ne pourrais pas vous dire exactement la date, le basket de Latte n'allait pas très bien, votre équipe n'allait pas très bien, et puis il y a eu un déclic. Il y a eu le match remporté à Tarbes en Coupe de France, ce quart de finale. Oui. Et puis après, vous avez enchaîné les victoires et... Non, parce que je pense que depuis la reprise, depuis le mois de janvier, on a enchaîné les victoires. Il n'y a qu'à regarder notre parcours sur les matchs retour qui a été énorme, puisqu'on gagne à Bourges, on gagne à Tarbes. Non, mais je pensais à la défaite à l'aller à... Mondeville. À Mondeville, voilà. Mondeville. Oui, là, 2 fois, vous perdez 2 fois face à Mondeville. On a perdu à Mondeville et à Basketland, tout à fait. Donc, là, on a eu un petit creux. Exactement. Là, des matchs faciles, entre guillemets, plus faciles qu'on aurait pu gagner. Et bizarrement, cette équipe, au lieu de baisser la tête, elle va gagner à Bourges 8 jours après. Donc c'est bien qu'il se passait quelque chose au sein du groupe, quoi. Alors il y a des plus jeunes, il y a des plus expérimentés. Oui. La chimie s'est bien faite avec une jeune Virginie Brémont aussi qui a franchi un cap cette année. Virginie a passé un cap parce qu'elle a été appelée en sélection d'équipe de France. Bon, elle n'est pas retenue dans les 12 qui feront le championnat d'Europe, mais pour elle, à 21 ans, c'est déjà... elle vient d'Armentières, hein, où elle jouait il y a 2 ans en Ligue inférieure. L'année dernière, elle jouait à Armentières, ils étaient relégables. Donc pour cette jeune fille, c'est une progression qui a même été un petit peu trop vite, parce que hier, elle se retrouve à Paris-Bercy avec, à 21 ans, une équipe à diriger. Et Dieu sait que si c'est difficile le poste de meneur de jeu, parce qu'il faut commander les étrangères, il faut commander les intérieurs qui ont quelquefois 10 ans de plus que vous. Donc c'est pas très simple. Il y a des shoots à prendre à 3 Il y a des responsabilités à prendre. Au niveau de la passe, je pense que c'est une passeuse hors pair. Après, elle a des progrès à faire au niveau de la finition. Voilà, au niveau des jump shoots, au niveau des shoots à 3 points. Mais elle le sait, elle y travaille. C'est une fille qui est très facile à faire travailler et puis qui a envie, quoi. Donc quand un entraîneur a quelqu'un qui a envie, c'est beaucoup plus simple. Alors vous allez l'épauler avec une meneuse d'expérience. Bien sûr, parce que c'est un fruit. Pour moi, Virginie, c'est un fruit qui n'est pas mûr.
Je pense que ça va mettre 1 an ou 2 pour qu'il mûrisse, donc il faut qu'on l'épaule avec quelqu'un qui tienne la route. Donc on est en train de voir avec le président sur quoi on va partir, mais on a du costaud. Alors c'est les vacances ? Pas tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer en ce moment. Mais je pense qu'à partir de samedi, on va prendre 5-6 jours de vacances. Et la reprise, ça s'échelonne comment en fait Là, les internationaux sont partis en préparation pour le championnat d'Europe. Et puis les autres vont faire quelques camps pour se maintenir à niveau ou faire un programme de musculation. Et puis nous, on va se retrouver le 17 août. Le 17 août, d'accord, ok. Dernier mot pour vous, Président. Quel objectif pour la saison prochaine ? C'est trop tôt pour le dire ou pas ? Écoutez, en coupe, je fixe comme objectif le même parcours, et puis un peu mieux en championnat. Un peu mieux en championnat, c'est-à-dire deuxième Non, c'est-à-dire la finale. La finale, ouais. C'est qu'on a fait la demi-finale. Qu'est-ce que vous pensez, Patrice ? Je sais que vous alliez souvent voir le basket, vous n'avez pas pu y aller cette saison, mais qu'est-ce que vous pensez du cheminement du club, parce qu'on parlait du premier titre du club. Vous avez connu ce premier titre avec le club de Montpellier, avec tout le succès derrière. J'ai beaucoup suivi. Quel conseil vous pourriez donner éventuellement ? J'ai suivi les baskets quand j'étais entraîneur à Paris. J'avais la chance de jouer dans la même salle que l'équipe de basket de Paris, donc on se côtoyait beaucoup. Moi, j'ai pas de conseils à leur donner. On se rencontre de temps en temps. C'est un club qui a beaucoup progressé. Je crois que Valérie l'a dit tout à l'heure. L'alchimie aujourd'hui pour réussir, c'est l'alchimie entre des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, et il faut trouver ce fil conducteur et maintenir ce fil conducteur dans la passion qu'il doit y avoir dans une équipe. Voilà. Par moment, vous, ce qui vous intéresse, c'est le recrutement, le nouveau joueur, et c'est normal parce que ça donne de la plus-value. Mais pour nous, entraîneurs, ce qui est la difficulté majeure, c'est de maintenir un état d'esprit à l'intérieur d'une équipe. C'est ça le plus difficile, parce qu'il suffit de passer une année de plus. Il suffit de rapporter un joueur ou une joueuse pour que cet esprit change. Donc il faut que nous, on soit vigilants sans arrêt, parce que c'est ça qui donne les succès. Alors avec un centre de formation performant également, ce que vous avez notamment à l'AT. Je pense que c'est ce qu'on a tous à Montpellier. En catégorie jeune, elles cartonnent. Les cadettes sont allées 2 fois consécutivement en finale four. Les minimes ont été championnes de France il y a 2 ans. Le centre de formation est labellisé élite. Voilà, donc ça fonctionne bien, oui. C'est la grande force du sport montpelliérain, je crois. L'une des grandes forces du sport montpelliérain, c'est la formation. Et il y a à la fois des structures comme le CREPS ou comme les centres de formation qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien. Et puis il y a une vraie culture de la formation qui fait qu'aujourd'hui on progresse beaucoup. C'est vrai que c'est une des communes, même pour le rugby, hein, Pascal. Ouais. Le rugby, le basket féminin, le handball, le foot, carrément. Ouais. C'est ce qui fait la force de Montpellier aussi. Je pense, oui. De toute manière, c'est devenu un passage obligé, surtout dans le sport français. On connaît les difficultés que nous avons en termes d'imposition par rapport à nos clubs étrangers. Donc pour nous, c'est primordial, on est obligé de passer par là. Mais c'est bien aussi. Écoutez, on va fermer la page basket. On va parler un petit peu de football, parce qu'il y avait aussi le MHSC qui s'est déplacé à Caen. On va voir les images. Les Canets promus en début de saison se battaient pour le maintien et ont su trouver les armes face à Montpellier pour s'éloigner un petit peu de la zone rouge. Montpellier a eu pourtant pas mal d'occasions, notamment avec Geoffrey Dernis, vous venez de la voir, tir du gauche. Et Jourdain dans les buts a aussi limité la casse. Résultat donc 2-0 pour Caen. Les buts, le premier inscrit par Amouma en première mi-temps. Et le deuxième, c'est l'œuvre de Traoré. Après un cafouillage de la défense montpelliéraine, il a été inscrit à la 69e minute, on le voit. Les autres résultats du championnat de Ligue 1, on va les découvrir tout de suite. Monaco-Lens, 1-1. Monaco, le prochain adversaire de Montpellier, relégable, 17e. Arles-Avignon l'emporte face à Toulouse. Saint-Étienne-Rennes, Rennes marque des points à Saint-Étienne, 2-1. Nancy-Nice, 3-0. Valenciennes-Auxerre, 1-1. Lorient-Marseille, 2-1. Partout, Marseille qui perd 2 points dans sa course au titre face à Lille. Lille seul devant 69 points avec un match en retard devant Marseille. Montpellier 9e. L'Europe s'éloigne pour le MHSC. Et puis, on regarde la fin du classement.
Et puis, voilà, j'ai une dernière question peut-être pour le basket. Qu'est-ce que vous pensez des autres adversaires qui redouter pour l'an prochain? Bourges, bien sûr. Écoutez, Bourges, c'est l'équivalent du Montpellier handball. Donc, vous voyez un petit peu la difficulté qu'on a à passer devant eux. Mais c'est l'objectif. L'objectif qu'on a, c'est de passer devant eux. Voilà, donc... déjà, comme a dit Patrice, ça mettra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais l'objectif qu'on a, c'est d'essayer de les battre régulièrement. On les a battus 2 fois cette année. Maintenant, c'est quand même elles les championnes. Et nous, on aimerait bien leur prendre leur place, quoi. Mais déjà, c'est un bon point, parce que cette Coupe de France, il n'y avait que Valenciennes et Bourges qui l'avaient remportée depuis 10 ans. Donc, Tout à fait. C'est pour ça que les gens ne se rendent peut-être pas compte de la qualité du match qu'ont fait les filles, parce qu'on était quand même diminué sur le plan effectif. On est parti avec 4 jeunes qui n'avaient pas 20 ans. Et puis malgré tout, on ramène la coupe. Donc ça me fait énormément plaisir pour le club, pour tous les gens qui travaillent autour. Voilà, ce qui prouve que même diminuer, un match reste un match et on peut le gagner. Il faut avoir l'état d'esprit et puis il faut croire en soi. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après. Ce projet n'a aucune valeur sans cette femme. Avec 900 agences d'intérim et de recrutement, Randstad valorise l'homme pour valoriser l'entreprise. Parce que votre chien, lui, n'a que vous pour se protéger, Advantix a inventé la seule protection antiparasitaire efficace non seulement contre les puces et les tiques, mais aussi contre les moustiques qui peuvent transmettre des maladies graves comme la leishmaniose. Contre les puces, les tiques et aussi les moustiques, Advantix, demandez conseil à votre vétérinaire. Vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial, je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. De retour dans Sport Sud avec nos invités. On parle, avant de parler de rugby et puis de l'exploit du MHR avec Pascal Moncuso, il y avait du foot américain et ce derby entre Montpellier et Nîmes, derby de la Division 2. Et les Hurricanes de Montpellier se sont imposés 27-12. On voit un touchdown des Hurricanes de Montpellier. Sur ces images d'Olivier Roiran, tous les points ont été marqués en première période. À l'aller, Montpellier avait déjà remporté ce derby. Les Hurricanes sont donc leaders de leur poule. Dernier match dimanche prochain à Pessac, près de Bordeaux, face aux Kangourous. Et ensuite, les playoffs pour remporter, on l'espère pour eux, la zone sud. On suivra les Hurricanes dans leur aventure. On va écouter tout de suite l'entraîneur-joueur Dario Viallet au micro d'Olivier Roiran. Pas de points marqués en deuxième mi-temps, on a fait tourner un petit peu l'effectif, et ça afin que tout le monde soit prêt pour les playoffs. Voilà, Nîmes est aussi une bonne équipe, mais bon, de par notre position premier de la poule, il fallait qu'on gagne par au moins 14 points d'écart, je pense que c'est fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait une meilleure première mi-temps quand on était à plein régime, la deuxième mi-temps il faudra un petit peu travailler, on avait des chances de marquer, on les a un petit peu gaspillées, c'est dommage, mais bon, voilà, je pense qu'on est quand même une équipe assez complète en attaque et en défense. Allez, on parle tout de suite de rugby avec Pascal Moncuso.
Alors Pascal, victoire 18-17 à Castres devant 1500 supporters montpelliérains qui avaient fait le voyage. C'était énorme quand même comme ambiance. Oui, 1500 parce que... 1500. Oui, 1500 parce qu'on ne pouvait pas être plus nombreux. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qui s'est passé. Surtout qu'on a joué contre une équipe de Castres qui n'avait jamais perdu un match de la saison. Et en rugby, les matchs à la maison, c'est quelque chose d'important. Et surtout, on a eu aussi peut-être beaucoup de chance que le meilleur réalisateur du rugby français, qui est Telé, a eu un taux de réussite de 50% de ses tirs au but, alors que d'habitude il est à 85%. Donc cette dernière pénalité qui passe à côté des poteaux, c'est peut-être un peu miraculeux aussi pour nous. Et puis les conditions climatiques étaient difficiles, elles ne facilitaient pas le jeu montpelliérain. Ouais, tout à fait, je crois que les conditions étaient climatiques et je crois que cette année surtout, on a vu une autre dimension de l'équipe de Montpellier. Je pense que l'arrivée d'Éric et de Fabien, encore une fois je disais, ils sont arrivés en essayant d'imposer leur manière de faire. Et là c'est la première fois où on n'impose pas tellement notre manière de faire, mais on s'adapte aux conditions atmosphériques et aussi aux conditions de cette équipe de Castres. Et ça a été un réel aussi progrès, parce que je pense que dans des matchs en jeu comme ça, je crois que la composante d'imposer et la composante de s'adapter est tout aussi importante l'une que l'autre. Alors Montpellier est en demi-finale. Ce sera au Stade Vélodrome le 28 mai à 16h25, samedi 28 mai à 16h25. Incroyable. On regarde le résumé du match face à Castres, préparé par Olivier Roiran. Une explosion de joie en tribune et sur la pelouse de Castres envahie par 1500 Montpelliérains. Le MHR est en demi-finale du top 14. Samedi, les Nicolins n'avaient pas fait le déplacement pour rien. Je suis content et je pense que c'est mérité sur l'ensemble du match. Un match qui avait pourtant plutôt mal commencé pour le MHR. Touche pour Castres dans les 22 mètres montpelliérains. Técori s'échappe et c'est finalement le Castré Diarra qui marque le premier essai. Il sera transformé. On joue depuis 4 minutes. Mais très vite, Montpellier va réagir. Une première pénalité aussitôt transformée par Martin Bustos Moyano. Et le MHR va continuer à profiter des fautes castraises des Montpelliérains qui vont revenir au score puis passer devant 9-7 grâce à cette superbe pénalité de 50 mètres du buteur argentin, décidément très en forme. Mais Castres n'a pas dit son dernier mot et met la pression sur la défense de Montpellier. Une pression qui va payer. On joue les toutes dernières secondes de la première mi-temps. Essai de pénalité validé. Castres 14, Montpellier 9. Mais dès les retours des vestiaires, le balai des pénalités va reprendre pour Montpellier. Une puis deux, les hommes de Galtier et Béchu reprennent l'avantage 15-14. 53e minute, faute de Fakaté qui lui coûtera un carton jaune et un maillot. Telé, face au poteau, redonne l'avantage à Castres. Un avantage qui ne durera que 17 minutes, le temps d'une nouvelle pénalité qui remet le MHR dans la course. 18-17. Moins de 10 minutes à tenir, les Castrais cherchent à provoquer le faux pas de Montpellier et il va arriver en toute fin de rencontre. Romain Telé tient la demi-finale sur son pied droit qui le trahit, pénalité ratée. Pour Montpellier, c'est la délivrance quelques secondes plus tard. Des rugbyman sur un nuage qui iront défier le Racing Métro en demi-finale à Marseille. L'aventure historique du MHR n'est pas terminée. J'ai pas de mots, j'ai tout utilisé la semaine dernière, j'ai plus de superlatifs, j'ai plus rien, c'est indescriptible et c'est beau en tout cas, donc c'est magique. Juste l'idée de jouer au Vélodrome, de jouer un match contre Racing en demi-finale championnat de France, c'est extraordinaire. Moi j'en rêvais petit de jouer les phases finales, je les regarde à la télé d'habitude et là on y est quoi, donc pour l'instant on savoure ce match, on savoure la victoire et on a 2 semaines après pour se préparer. C'est vrai que les joueurs nous bluffent, quoi. Les joueurs nous bluffent en ce moment. Aujourd'hui, ils ont fait un match où ils sont allés chercher au fond d'eux-mêmes, parce que un match qui peut basculer d'ailleurs, parce qu'il y a une pénalité à la fin qui est justifiée d'ailleurs et qui peut faire basculer le match en faveur de Castres, mais ça n'aurait rien enlevé au mérite de nos joueurs qui ont fait un match à l'extérieur dans un contexte difficile. Voilà. Et puis la grande satisfaction, c'est d'entendre les Montpelliérains
les 1500 Montpelliérains comme ça, quoi. On n'était pas habitué en début de saison et on est ravis que ce soit comme ça. Pascal, rarement Montpellier a gagné ce genre de match assez fermé, assez tendu. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, parce que peut-être aussi il y a des joueurs qui arrivent avec une maturité supérieure. Je crois que cette équipe, avant, elle s'est construite dans la difficulté, elle a beaucoup aussi perdu, mais bon, le rôle des internationaux, tu en parlais tout à l'heure, c'est quand même une chose importante. Nous, le retour de Fulgence Ouedraogo, qui n'était pas là pendant un mois et demi, depuis qu'il est rentré sur le match de Toulon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a amené une sécurité, une direction tactique du jeu qui est assez exemplaire. Donc c'est important. Nous, on a aussi une équipe où on a besoin d'avoir tous nos joueurs vraiment présents, parce que dès qu'ils ne sont pas là, le niveau d'efficacité du jeu est un peu moins bon. Mais bon, là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, bon, voilà, c'était pas un match extraordinaire au plan du jeu, mais c'était de l'intensité, c'était du combat, c'était de l'émotion, il fallait pas craquer, il fallait jouer dans des conditions difficiles, il fallait, peut-être avec ce ballon glissant, on a vite vu qu'on pouvait pas vraiment jouer à la main, donc il fallait occuper le terrain, mettre l'adversaire sous pression, et ce que les gars ont réalisé correctement. Puis il y a eu ce moment délicat avec cette pénalité. Oui, cet essai de pénalité, pardon, Pascal. Oui, c'était délicat parce que bon, on était à 7, on était un peu déficient sur cette phase de jeu. Mais bon, l'effet contraire, je ne sais pas si tu vois, il y a une autre phase, il y a une seule mêlée qu'on gagne véritablement. Et c'est la pénalité de la gagne pour nous. Tu vois, on a dominé pratiquement toute la partie dans cette phase de jeu. Et la phase où... Et là, ces joueurs-là ont été héroïques, parce que quand tu sais qu'en mêlée, tu perds pendant toute la partie, que sur cette dernière, c'est toi qui fais l'effort et c'est toi qui gagne cette pénalité, tu voyais le visage des piliers, parce que eux, c'est quand même un boulot énorme. Ils avaient un sourire énorme. Alors en touche aussi, Montpellier a été efficace. Oui, très très bonne activité en touche. On les a surtout très très bien contrés. La dernière touche aussi, Vassili Bos qui venait de rentrer, qui venait remplacer Mamouka, saute en contre. Je crois que les coachs avaient assez bien étudié le jeu en touche des décastrés, et ils ont réussi à s'adapter vraiment à les contrer. On a gagné 3 ou 4 ballons en touche, et c'est énorme d'un point de vue statistique, ça. Alors d'autant plus qu'il y a eu le carton jaune pour Fakaté. Oui, là, ça aurait pu être fatal aussi, parce que quand on on joue 10 minutes de moins, 10 minutes avec un joueur de moins... On a joué deux fois 10 minutes, 20 minutes à 14. Minutes, Ça, c'était une épreuve difficile. Je crois que c'est là où on n'a pas pris beaucoup de points. Je crois qu'on a pris un maximum de 3 points pendant cette période-là. Et donc ça a permis aux gens d'être encore plus solidaires et de s'accrocher. Bon, il faut un peu de réussite aussi. On a eu de la réussite, hein. Cette dernière pénalité, si elle passe, je ne sais pas si on n'a plus de superlatifs, on est content, mais bon, là on parle d'histoire, oui, c'est extraordinaire, mais bon, je suis un peu, quand je vois les gens qui sont à côté de moi, là, qui ont gagné des tas de trophées, je crois qu'il faut rester sur terre, mais peut-être que ça va nous réussir cette année, et on va jouer au Vélodrome. Là, il va voir, je pense on va avoir 10 à 15 000 places. Il y aura 10 à 15 000 Montpelliérains, ça va être assez extraordinaire. Pascal, j'aimerais qu'on écoute les réactions d'après-match, d'autres acteurs du match. On écoute. Tant qu'on était dans le match, je pensais qu'on n'était pas largué, donc un coup j'avais l'impression qu'on allait être largué, puis on revenait, on collait au score. Mentalement on s'accrochait, on lâchait pas. On savait qu'on allait voir un début de match difficile. On s'attendait à ça, on savait qu'il fallait être patient et rentrer petit à petit dans le match. On l'a vu, on prend un essai assez rapidement, mais on reste solidaire, on reste conquérant, et au fur et à mesure on sent bien dans le match, on sent que les Casserets jouent que sur nos erreurs. Nous, la pression, on n'en avait pas beaucoup, tout le monde nous voyait perdants, on n'avait que 10% de chances de gagner, donc on était là pour jouer notre rugby, faire du bonus, et c'est vrai que les conditions climatiques nous ont pas aidés, mais on s'en est servi. C'est vrai qu'en première mi-temps ça a été difficile avec le vent en contre, et après on s'en est servi en deuxième mi-temps pour occuper et jouer chez eux. C'est vrai que c'était un peu dur aujourd'hui, c'était à un point, ça se jouait d'un côté comme de l'autre, il y a eu une pénalité à la fin, il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu un tournant de match, j'ai essayé de trouver un tournant du match, j'ai du mal à le trouver, le tournant, ce que je disais, il est plus dans la tête, on a tenu et voilà. Alors Pascal, c'était intéressant ce que disait François Trinduc, hein. On joue sans pression, on a l'impression que depuis cette victoire fleuve face à Toulon et cette délivrance et cette qualification pour la H-Cup,
et pour les barrages. Maintenant, Montpellier joue un petit peu comme en début de saison, complètement libéré. Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'avais un petit peu peur parce qu'après, on a dégagé, on parlait tout à l'heure d'émotion. C'est vrai que nous, peut-être encore plus, on vit toujours un peu ces matchs-là sur ce phénomène émotif-là. Et quand tu dégages une énergie comme ça, tu as toujours peur un jour que ça s'arrête et que ça casse. Donc là, c'est vrai que bon... Moi, j'avais peur. J'ai dit, ou on passe à côté complètement, ou alors ça nous transcende. Et bien, ça nous a transcendé. Bon, tant mieux pour nous. Maintenant, il nous reste encore au moins un match, peut-être deux. D'abord au Stade Vélodrome. On va jouer un samedi à 16h30 contre l'équipe du Racing qui est peut-être pas habituée aux très très grosses chaleurs. Une équipe qui est massive, qui est lourde, et donc qui peut-être sur un terrain qui va être aux dimensions énormes, les plus grandes, peut-être va souffrir si on leur impose un grand rythme de jeu. Alors, moi je pense à ces entraînements ouverts au public. Cet entraînement ouvert au public, la semaine avant le match face à Toulon, ils ont remis ça la semaine avant le déplacement à Castres. Finalement, ça fait du bien à toute l'équipe d'être au contact de son public. Toulon, qu'est-ce que tu en penses? C'est positif. Ouais, contre Toulon, il y a eu à un moment donné, d'un seul coup, ouvert au public. Enfin, ils avaient décidé ça, bien sûr. Hein. Oui, il y a eu une tribune pleine, il y avait 500 ou 600 personnes qui sont venues voir. Et les joueurs se sont sentis portés peut-être par quelque chose. Et quand on sait sur l'impact de la performance, le problème du mental, donc c'est quand même important. Ils se sont sentis portés. Et je crois que ça a été un bien énorme. Alors bon, faire des entraînements ouverts au public sans arrêt, c'est pas tellement possible parce que. Mais je pense que il y a des moments, je pense que ça peut faire de bien. Je sais pas si vous en faites parfois des entraînements un peu ouverts au public au hand, non? Moi, je suis pas très friand de ça, mais après, ce que tu dis, c'est. Je crois que c'est les entraîneurs qui sont le mieux à même de savoir quels sont les petits ressorts sur lesquels ils vont jouer. Donc après, ça dépend du contexte, ça dépend d'un tas de choses. Ce qui est important, je trouve, dans ce que dit Pascal, c'est qu'il faut être acteur de sa performance. C'est-à-dire que voilà, l'entraîneur, il faut qu'il aille chercher des petites choses, des petites recettes, des petits trucs qui peuvent amener une plus-value. Voilà, sachant que tu peux gagner en faisant des entraînements ouverts et tu peux gagner en faisant des huis clos. L'important, c'est de bien utiliser ces petites astuces au bon moment et c'est surtout que tes joueurs y croient. Voilà, l'important, c'est pas de faire des choses, c'est que les joueurs y croient que ça va les aider à gagner. À partir du moment où tu as réussi à leur faire croire que c'était bon pour eux, tu as gagné la partie, quoi. Ok. Merci à vous d'être venus sur ce plateau de Sport Sud. Belle émission parce qu'on a pratiquement tout gagné ce week-end, c'était super. Et puis merci Patrice, merci René, merci Valérie, merci Pascal. À bientôt, on l'espère. Et puis Sport Sud, c'est la semaine prochaine, lundi prochain. Ne manquez pas Ovalie Hebdo demain. Merci, au revoir.